Madeleine Nohorn, bonjour. Nous sommes ici au sein de la collection Lambert à Avignon. Nous sommes également au milieu de la semaine pro de la Maison professionnelle du spectacle vivant. Et ce matin, nous avions un débat très intéressant auquel vous participiez sur la décentralisation et partager la décentralisation entre le public et le privé. Vous aviez commencé par évoquer un petit peu l'historique de la décentralisation, pourquoi elle a été voulue et quels en ont été les effets, notamment dans l'avènement du théâtre public. Est-ce que vous voudriez nous rappeler cela en quelques mots ? Oui, c'est un moment important pour nous parce que, d'abord, redire que c'était un choix qui est très singulier par rapport à l'ensemble des autres pays. Je pense qu'on peut le situer au moment de l'après-guerre, dans ce moment où la résistance revient au pouvoir et dit que pour cesser la question de ces épouvantables tyrannies et de ces propagandes qui ont été absolument mortelles et catastrophiques pendant les années de guerre et d'occupation, l'art et la culture pouvaient être un moyen d'émancipation et d'élévation pour essayer de sortir, en tout cas de l'esprit, de trouver cette liberté, cet esprit critique à travers cette chose unique que sont la création et le travail des artistes. Donc déjà d'avoir décidé de faire un ministère de la Culture était totalement, j'allais dire, unique, surtout centralisé comme on le sait en France. Et puis après on a vu d'autres étapes, c'est-à-dire celle de constater qu'il n'y avait, en tout cas concernant le spectacle vivant, que des théâtres à Paris, très peu en province, et qu'il s'agissait justement de pouvoir donner accès par une volonté politique publique d'aller au plus près des habitants, des ouvriers, des paysans, de donner accès à tous, absolument à tous, aux œuvres majeures. Donc on voit bien Malraux, on voit bien ce que ça a produit, et ensuite ce développement grâce à la politique de langue qui a réellement fait foisonner partout sur le territoire des compagnies, des lieux, des scènes de toutes sortes, conventionnées, des scènes nationales, des CDN, des centres chorégraphiques, et tout ça aujourd'hui est un tissu extrêmement divers, extrêmement dense, qui a produit toute la diversité des créations qu'on voit aujourd'hui partout. Il faut savoir que la subvention était assortie d'un certain nombre de missions qui étaient d'aller au plus près des habitants, d'essayer de toucher le plus de monde et aussi de garder une ambition artistique élevée pour pouvoir justement faire voir des choses, j'allais dire qu'on ne sait pas qui existent, des choses non sues, des choses inédites. Et cette capacité de faire des percées dans la vie quotidienne des citoyens était vraiment, je pense, une chose extrêmement importante. Alors aujourd'hui, quelques dizaines d'années donc après l'avènement de cette décentralisation, on l'a bien entendu pendant le débat, il y a un certain nombre d'acteurs privés qui dénoncent une dichotomie dans le théâtre qui la pointe du doigt comme n'ayant plus vraiment de sens pour les spectateurs et qui, on le sent bien, aimerait bien que le théâtre public soit plus généreux dans le partage, par exemple, de ces salles pour pouvoir faire des représentations un petit peu partout sur le territoire. Quel problème cela pose ? Alors, d'abord, il y a des porosités qui existent. Qu'il y ait deux sortes de financement du théâtre, c'est, pour ce qui est du théâtre en tout cas, absolument vrai, puisqu'on a toujours ce qui a toujours existé, c'est-à-dire le théâtre privé qui est pour 95% des salles à Paris. Donc ils produisent des créations qui tournent, et certains se tournent dans les scènes nationales, dans les centres, dans les scènes de ville. Enfin voilà, il y a réellement des circulations qui existent, mais en gardant toujours, pour ce qui est des directeurs, leur liberté de choix, et on sait à quel point pour eux c'est important d'avoir une articulation artistique, et que voilà, ils ne sont pas des garages où on expose une vitrine, où on expose des objets de commerce. Je crois que ce qui est lié aussi à la subvention pour nous, c'est que nous n'avons pas de bénéfices. Je veux dire, ce sont la totalité il n'y a pas de bénéfices personnels. Toutes les recettes sont immédiatement réinvesties dans l'activité de l'institution.
Donc ça, c'est extrêmement important à savoir parce qu'on est à but non lucratif. Alors que le théâtre parisien, bien sûr, vit en partie, et puis c'est sa logique. Je veux dire, elle est parfaitement légitime et elle a parfaitement, j'allais dire, historiquement même raison d'être. Il se trouve que aujourd'hui, avec cette puissance des industries culturelles, ces concentrations qui se font, on voit un certain nombre d'élus qui considèrent effectivement, comme partout ailleurs en Europe et dans le monde souvent, que l'art et la culture sont des biens comme les autres, ce sont des biens de consommation. Et c'est absolument à cet endroit-là que nous sommes en désaccord. Pour moi, l'endroit de nos missions fait que ce qui prévaut d'abord, c'est la nature du choix artistique. C'est-à-dire que l'art n'est pas toujours consensuel. Il peut l'être. Bien sûr, il peut l'être absolument et rassembler les foules, mais il peut être aussi quelque chose qui pose problème et qui met le doigt sur un certain nombre de choses. Et si le marché devait se saisir de ça, il ne ferait pas recette. Donc, si nous n'étions pas là pour cette diversité, on aurait un assèchement redoutable de la production. On voit par exemple, vous savez que une grande partie de ce qui est diffusé en musique, 5% de la production de musique représente 95% de la diffusion. Donc vous voyez l'arasement de la diversité. Donc c'est exactement, nous sommes à l'antithèse de cette position. Et nous rassemblons un panel du répertoire jusqu'à la création la plus avancée, la plus contemporaine. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a une garantie de liberté et de diversité qui à mon avis, est absolument, mais plus qu'essentiel pour la démocratie. Donc et c'est pour ça que nous sommes très attachés à ce que la question de la consommation et de la mise en marché ne soit pas prééminent. L'économie existe bien sûr, mais le premier choix doit rester la liberté des artistes et le choix de mettre en proposition des choses inattendues. Alors, vous parliez justement du fait de l'arasement de la diversité. Ce que vous craignez, en fait, c'est qu'il n'y ait plus de place que pour le spectacle divertissant de masse et qu'on n'amène plus le spectateur à réfléchir au-delà de ces formes-là. Ce que je crois, c'est pas tellement ça. Enfin, je veux dire, c'est surtout le fait que la puissance publique perd l'importance de son implication sur la définition d'une politique publique pour l'art et la culture, qui a été l'axe majeur de cette décentralisation. Et moi, je dirais qu'il faudrait un acte 2 de la décentralisation pour avoir parié sur ce réseau, cette construction des institutions et des lieux de rendez-vous avec le public. Aujourd'hui, il faut faire un acte 2 qui serait celui des équipes artistiques, c'est-à-dire des gens qui sont avec les habitants. Donc un travail de l'artiste au cœur, avec bien sûr tout ce réseau qui est là en soutien et qui est là plus qu'en soutien, qui est là pour faire une sorte de berceau pour que naissent de nouvelles expérimentations artistiques. Et on a des milliers d'exemples. On a un deuxième défi, qui est qu'on doit aller encore au-delà de cette question avec les habitants. Et je pense que c'est très très important ce deuxième temps. Sauf que les hommes politiques aujourd'hui, surtout on voit dans les maires et les présidents d'agglomération, parfois certaines régions, préféreraient, j'allais dire, le mode plus simple du consensus commercial. Donc, parce qu'ils ne voient pas bien la différence. Que le public ne voit pas 100% la différence entre qu'est-ce qui finance quoi, je veux dire, c'est pas trop surprenant. Quand il y a un documentaire à la télévision, on ne sait pas toujours si c'est un artiste ou si c'est un journaliste. Enfin, vous voyez, l'origine n'est pas toujours là et le financement ne définit pas la nature de l'œuvre, bien sûr. Mais par contre, la nature de la diversité potentielle, si les hommes politiques n'ont pas conscience s'ils abandonnent la politique publique pour l'art et la culture, on va perdre ce qui est vraiment, je pense, la signature française, puisque ce pays a été le seul à dire ce sont les artistes en premier. Et je crois que on perd ça, on va devenir effectivement cet espace de concentration où les industries culturelles ont des autoroutes pour avoir accès au public et leur proposent des biens de consommation qui sont extrêmement jetables. Les artistes sont une sorte de chair à canon par moment. Et je pense que effectivement c'est cette inversion que nous voulons.
Alors, vous nous parlez justement des villes et des territoires. Une des questions qui a été posée, c'est la délégation de services publics. Nous avions notamment le maire de Versailles qui a dit qu'il est très difficile pour une municipalité de gérer elle-même son théâtre, que d'ailleurs ça porte en soi des risques de dérive, surtout quand on aurait des mairies qui seraient très engagées en faveur de seulement une certaine sorte d'art, voilà, un certain type d'art. Pour vous, ces délégations de services publics, en quoi elles sont problématiques? Alors d'abord, il n'y a pas que la délégation de services publics pour que la mairie puisse faire une politique publique culturelle. Il y a plein d'autres solutions, les EPIC, juridiquement on a plein de solutions. La loi qui vient d'être votée avant l'été, qui est la loi création, garantit l'indépendance du directeur. Donc normalement c'est inscrit dans la loi. Donc c'est un métier, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de proposer la diversité de la création artistique. Donc ce n'est pas... évidemment, les hommes politiques n'ont pas d'ingérence à faire. Or, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Mais cette DSP n'est pas la solution à tout. Ça peut éventuellement, quand elle est très cadrée, être faite. Mais en même temps, moi je pense que à partir du moment où on conçoit de donner la gestion à quelqu'un qui peut faire du bénéfice et des recettes, on sait à quoi on s'engage. On s'engage à ce que le spectacle soit quelque chose qui facilement fasse l'assentiment de tous, ou en tout cas est déjà connu, et ce qui fait que le public vient facilement. Je pense réellement que c'est pas la solution la plus simple pour garantir la diversité et la liberté. Selon vous, il faudrait mieux les encadrer, ces délégations de services publics? Il faudrait peut-être inscrire certains critères de façon plus ferme dans la loi, par exemple? Oui, absolument. Je pense que la première chose, c'est la concentration. On a beaucoup parlé de Fimalac qui achètent des théâtres et qui comme ça, ont fait au fond des garages on dit des garages... Voilà, c'est-à-dire que c'est une sorte d'endroit où il n'y a pas de politique. C'est toujours le même genre de spectacle et c'est une sorte de système à l'audimat qui est vraiment à l'antipode de ce qu'est pour nous nos missions de service public et du dialogue qu'on a avec les citoyens tous les jours. Donc, que ça existe, bien sûr, je veux dire absolument, il n'y a aucun souci. Sauf que la subvention publique n'a pas, ou l'État, par d'autres biais qui sont les taxes affectées, qui sont les crédits d'impôt, n'a pas à venir soutenir cette économie. Franchement, je pense, par exemple, moi je peux le dire, le fait que le gouvernement ait proposé ces 500 € aux jeunes de 18 ans, c'est vraiment une prime au GAFA, enfin c'est vraiment une prime à Google qui, au fond, n'a absolument pas besoin de cet argent. Et je trouve incompréhensible que le gouvernement donne de l'argent public à ces multinationales qui ne payent même pas leurs impôts. Enfin, je trouve ça ahurissant, alors que la situation du secteur public est réellement en difficulté parce qu'elle est en train de s'assécher par différentes coupes des collectivités territoriales, par aujourd'hui une rigueur budgétaire qui fait qu'on est au bout des moyens de production, on est dans une situation très très tendue, les artistes le voient, c'est difficile pour eux aujourd'hui de produire et on se retrouve à voir cet argent dilapidé, enfin excusez-moi, mais vraiment à des buts commerciaux qui n'ont absolument pas besoin du soutien de l'État pour ça. Alors, on entend dans ce que vous dites qu'il y a vraiment cette nécessité de soutenir la création et de soutenir la création sous absolument toutes ses formes et dans toute sa diversité. Aujourd'hui, nous avions pendant le débat le président du HOF qui dit qu'il y a énormément de compagnies qui ne sont pas des compagnies subventionnées, qui pour autant portent un discours artistique qui est intéressant, qui est singulier, et que pour des compagnies comme ça, la dichotomie entre le public et le privé n'a plus vraiment de raison d'être. Et on sentait qu'il appelait de ses voeux une meilleure collaboration, on va dire, entre les deux secteurs. Sous quelles conditions cette collaboration et dans quelle forme cette collaboration pourrait-elle prendre? C'est drôle parce que quand je vous entendais, je repensais, vous savez, dans les années 68, on disait « je ne fais pas politique ». Tout le monde disait donc il est de droite. Et quand on dit « je ne fais pas de différence entre le public et le privé », donc il est privé. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent investi par les questions qui nous traversent de notre relation aux citoyens, de la manière dont on invente des modes qui ne sont pas que du spectacle pour
investiguer, pour faire nos recherches, nos travaux comment dire, enrichir nos propres réflexions sur qu'est-ce qu'on peut dire du spectacle vivant, qu'est-ce qu'on fait sur nos plateaux aujourd'hui, et puis même dans la rue, là, aujourd'hui, vous avez Thierry Tchon-Yang qui travaille avec des jeunes enfants, enfin, bon, il y a dans cette fondation, vous avez des milliers d'expériences et de choses qui sont d'une valeur exceptionnelle, et qui ne sont évidemment pas commerciales, parce que tout ça, c'est gratuit, et qui voilà, et ce sont des gens qui savent que c'est le service public et c'est les 3/4 du temps ces lieux-là qui permettent cette possibilité. Donc ceux qui ne le sentent pas, c'est qu'ils sont à un autre endroit. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai aucun jugement sur le chemin que chacun prend pour essayer de trouver son propre mode d'expression. Je dis simplement qu'il y a à un endroit un dialogue entre l'art et le politique dont nous sommes garants, dont nous voulons absolument garder cette profondeur. Et c'est celui-là qui est mis à mal dans le fait de dire qu'il n'y a pas de différence. Nous avons des missions, nous ne faisons aucun bénéfice de ces subventions puisque nous devons rendre compte. Et c'est celle-là que nous voulons garantir et préserver. Donc dire que tout ça c'est pareil, tel que parfois je l'entends, avec les mêmes mots, reprenant l'intérêt général, alors qu'ils n'ont pas d'intérêt général puisque c'est leur intérêt personnel. Donc vraiment, je crois qu'il faut faire attention à la sémantique et on s'entendra mieux si on est clair sur les différences. Parce que tout le monde est là pour au fond tenter de faire vivre cette diversité des plateaux. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait partager? Je pense que peut-être on a des choses à partager ensemble sur éviter les concentrations. Ça, je crois que tous on est conscients que c'est un vrai souci. Il y a déjà des porosités qui existent, il y a déjà des artistes qui circulent facilement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on pourrait déjà étudier ce qu'on fait et regarder au plus près les bonnes façons quelles sont les bonnes façons qu'on a de travailler ensemble. Madeleine Louarn, je rappelle, parce que je ne l'ai pas fait au début, vous êtes la présidente du Syndéac, vous êtes également metteur en scène. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis bon séjour à vous.